Après son succès retentissant en 2012, l'apprentissage profond, aussi appelé Deep Learning, a commencé à envahir les laboratoires de recherche en intelligence artificielle. Les années qui suivirent ne cessèrent de le confirmer. Plus un réseau de neurones est profond, meilleures sont ses performances. Voilà qui poussa de nombreux chercheurs à entraîner des réseaux de neurones avec de plus en plus de couches pour aller du Deep Learning vers le Very Deep Learning. Et pendant longtemps, à condition d'avoir suffisamment de données, il semblait que plus les réseaux étaient profonds, plus ils étaient en effet performants. Cependant, il semblait y avoir une limite à cette déraisonnable efficacité de la profondeur. En effet, à partir d'un certain moment, le deep learning cessait de bien fonctionner à cause d'un phénomène dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, à savoir l'évanescence du gradient ou vanishing gradient en anglais. Oui, parce que lorsqu'on applique l'algorithme de rétropropagation pour ajuster les paramètres de nos modèles, l'intensité du gradient est multipliée par les poids synaptiques des synapses entre les couches. Voilà qui fait que cette intensité est démultipliée encore et encore, ce qui correspond à une croissance ou une décroissance exponentielle. Les gradients ont alors tendance à exploser dans un sens ou dans l'autre. Plus précisément, si les poids synaptiques sont légèrement supérieurs à 1, alors on va avoir une explosion exponentielle des gradients, et s'ils sont légèrement inférieurs à 1, alors on va avoir une évanescence exponentielle des gradients. Et ça fait que même si en principe la descente de gradients stochastiques pour des raisons très profondes devrait fonctionner, en pratique ça ne marche vraiment pas. Les arrondis des nombres et les limites de puissance de calcul font que la descente de gradients ne mène nulle part. Et pourtant, il semble bien que la profondeur devrait permettre d'améliorer les performances. Dès lors, il s'agit surtout de trouver des manières astucieuses d'entraîner un réseau très profond à apprendre des données malgré sa profondeur. Comment faire ? Une façon de faire consiste à compiler des modules avec des feedbacks intermédiaires. Typiquement, si on veut entraîner une machine à prendre un livre et à comprendre le texte qu'elle lit, on peut d'abord entraîner son cortex visuel à reconnaître un livre, ses marges et à identifier les zones de texte, typiquement avec un réseau de neurones de convolution. Puis on peut entraîner des modules plus profonds qui récupèrent les images des zones de texte et font de la reconnaissance de caractères. Ensuite, on peut utiliser les caractères pour les combiner en mots, puis utiliser quelque chose comme Word2Vec pour calculer des représentations sémantiques des mots. Enfin, on peut travailler avec les représentations sémantiques des mots pour en inférer une sémantique des phrases, par exemple avec un réseau récurrent LSTM comme ceux dont on a parlé dans un épisode précédent. Et on peut peut-être ensuite combiner les phrases avec un autre réseau récurrent LSTM pour inférer la sémantique de tout le texte. De façon cruciale, on peut entraîner chacun des modules de manière indépendante en introduisant des feedbacks intermédiaires potentiellement guidés par de l'apprentissage supervisé qui est un peu le cadre facile du machine learning dont on a parlé dans l'épisode 8. Ce faisant, on n'a pas besoin de rétropropager les gradients depuis le fond du maxi-réseau de neurones vers les premières couches et on évite ainsi l'évanescence du gradient. Et l'analogie semble d'ailleurs se tenir avec l'apprentissage général. Il est ainsi souvent utile de séquencer l'apprentissage en plusieurs phases et de travailler chacune des phases de façon aussi indépendante que possible. Et pour juger nos performances à chaque phase, il est alors utile d'avoir des feedbacks pour chacune des phases de l'apprentissage. Et donc, à l'inverse, si vous êtes une personne en charge de donner ce genre de feedback, il est peut-être préférable de mettre en valeur un petit nombre de points précis plutôt que de faire un long discours sur l'intégralité des performances de la personne que vous encadrez. Et peut-être même que travailler un seul point précis en oubliant tout le reste peut être encore plus utile pour l'apprentissage. Cependant, parfois, il est difficile d'accéder à ces feedbacks intermédiaires, notamment quand l'apprentissage est entièrement non supervisé ou lorsque le superviseur ne comprend pas lui-même les étapes intermédiaires pour vous fournir des feedbacks. Pour adresser ce cas, les chercheurs en intelligence artificielle se sont appuyés encore une fois sur l'analogie avec la biologie. En particulier, il se trouve que le cortex visuel, en plus de posséder des couches V1 à V5, comme on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, ce cortex visuel possède aussi quelques neurones centraux appelés cellules pyramidales, dont certains axones permettent d'envoyer des signaux qui sauteront plein d'étapes intermédiaires. Ces maxi-axones sont des sortes d'autoroutes des réseaux de neurones biologiques. Ok, mais quel peut bien être l'intérêt des autoroutes? Eh bien, comme vous le voyez là, ça crée des chemins le long desquels le gradient n'aura pas le temps de disparaître. Ce sera d'ailleurs particulièrement le cas si en plus on forçait ces autoroutes à avoir des poids synaptiques quasiment égaux à 1. Et outre l'analogie avec la biologie, c'est un peu ça la motivation des autoroutes. Les autoroutes permettent de remonter les gradients sans les détruire, de sorte que même les premières couches puissent déterminer des façons de contribuer à l'amélioration globale du réseau de neurones. Les réseaux de neurones très profonds avec de telles autoroutes sont appelés des réseaux de neurones résiduels ou ResNet pour les intimes.
Et si on considère que la profondeur de tel réseau est celle du plus long chemin de l'entrée vers la sortie, alors de nos jours, il existe des réseaux résiduels qui continuent à gagner en performance en augmentant le nombre de couches jusqu'aux alentours de 1000. Cet article de 2016 explique même aller au-delà de 1200 couches, avec encore des progrès dans les performances dans le problème classique de machine learning de reconnaissance d'images appelé CIFAR-10. Et depuis, ces réseaux de neurones résiduels trouvent de nombreuses applications, surtout en santé, mais aussi dans d'autres domaines comme la sismologie. L'idée de ces autoroutes me donne d'ailleurs envie de faire une autre analogie encore avec l'écriture de preuves mathématiques, notamment l'écriture de longues preuves mathématiques. Dans un premier temps, il est utile d'identifier un petit nombre de points de passage utiles. Dans le jargon, ceci revient à identifier des lemmes, c'est-à-dire des espèces de théorèmes intermédiaires qui sont plus faciles à démontrer que le théorème global et sur lesquels on pourra s'appuyer pour démontrer le théorème global. Et souvent, la première étape de l'écriture d'une longue preuve, après une petite réflexion sur est-ce que ce théorème est vrai, c'est vraiment la recherche de ces lemmes. Et idéalement, il faut que ces lemmes, eux, aient vraiment l'air vrais. Ensuite, il vient un moment où, si l'on a de la chance, on parvient à séquencer la preuve en un certain nombre de lemmes et de sorte que le passage d'un lemme à l'autre semble faisable, voire facile. On obtient alors une pseudo-autoroute qui vont de l'hypothèse vers la conclusion du théorème. Il ne reste plus qu'à tracer la route et pour cela, il suffit de construire chaque tronçon en espérant qu'aucun ne pose problème. De la même manière, il semble que notre cortex visuel soit capable de ce genre de prouesse. Il identifie d'abord une façon globale d'interpréter des images visuelles, puis est capable d'affiner les détails de son analyse pour une plus grande précision. Et de façon plus générale, il semble qu'il s'agisse là d'une bonne façon d'apprendre des successions de notions très difficiles. Il est utile d'avoir d'abord une vue d'ensemble avec quelques points clés, puis il est utile de se concentrer sur chacun des points clés pour s'assurer qu'aucun ne soit un sophisme fallacieux. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. La dernière fois, on a déjà parlé du cortex visuel en parlant notamment des réseaux de convolution. Et Raphaël Guillaume demande si de tels cortex visuels sont également susceptibles aux illusions d'optique. Et il pense notamment à cette fameuse image que je mets là, où on voit à la fois un canard et un lapin, mais jamais les deux en même temps en fonction de la manière dont on regarde cette image. Alors, si on prend la notion d'illusion d'optique de façon assez générale en disant qu'une illusion d'optique, c'est quand on a une image qui représente quelque chose, mais on voit autre chose, et bien ça, bien sûr, les réseaux de neurones font ça assez bien trop souvent, on va dire. Ça correspond à ce qu'on appellerait aussi des erreurs de classification. Donc il arrive très souvent qu'on montre une image à un réseau de neurones et qu'il appelle ça autre chose. Et bon, en général, c'est assez loufoque, mais parfois ça peut être assez problématique, comme par exemple, il y a eu ce cas d'une intelligence artificielle qui, lorsqu'on lui donnait des images d'humains dont la couleur de peau était noire, disait qu'il voyait des gorilles. Bon, après, on peut se dire que ce genre d'erreur n'est pas vraiment le genre d'erreur que font les humains, quoique. Et du coup, on peut se demander, est-ce que les illusions d'optique classiques des humains sont des illusions d'optique que les intelligences artificielles sont susceptibles d'avoir également? Et là, la réponse est sans doute oui, notamment si on en croit le cours de Stanislas Dehaene au Collège de France sur le cerveau statisticien qui explique que beaucoup de ces illusions d'optique sont en fait totalement expliquées dans un cadre bayésien, en supposant que le cerveau a des a priori sur ce qu'il s'attend à observer et qu'il interprète ce qu'il voit en fonction de ces a priori. Si on suppose cela, eh bien on a certaines façons d'interpréter certaines images qui correspondent souvent à la manière dont on les interpréterait si on les voyait dans une savane africaine ou enfin, dans un paysage assez naturel et pas créé en laboratoire. Et à cause de cet a priori sur ce qu'on s'attend à voir, on risque de deviner des choses qui ne correspondent pas à ce qui est véritablement. Donc typiquement l'exemple classique de ça, c'est le fait que nous autres humains sommes optimisés pour vivre dans des tribus primitives notamment avec d'autres individus. Du coup, nous avons un a priori sur ce que nous voyons qui est généralement des visages. On a l'habitude d'interagir avec des images, donc quand on voit une image, on s'attend à ce qui est une image de visage à l'intérieur. Sauf que bien sûr, quand on prend des photos d'images de cailloux sur Mars par exemple, a priori il n'y a pas de visage, mais on a cet a priori qui est que d'habitude quand on regarde des images, il y a des visages. Et à cause de cet a priori, a posteriori, quand on voit une image, et surtout si on ne sait pas que c'est une image d'un caillou à Mars et qu'on ne contextualise pas assez l'image, et bien à ce moment-là, notre cortex visuel fait qu'on croit voir un visage. Bref, c'est l'occasion pour moi de mentionner un proverbe bayésien qui dit que sans contexte, c'est la mauvaise probabilité qu'on teste.
Et bien souvent, les illusions d'optique correspondent à raisonner avec le mauvais contexte. Neuroelfter demande si les intelligences artificielles pourraient avoir des personnalités multiples, et d'une certaine manière j'ai envie de dire oui, très probablement, parce que au fur et à mesure qu'elles sont déployées, les intelligences artificielles sont répliquées, copiées, collées et modifiées souvent localement. Donc par exemple l'intelligence artificielle d'autocomplétion des mots est pas la même sur mon téléphone que sur votre téléphone sans doute, et d'une certaine manière c'est en gros la même intelligence artificielle initiale qui a du coup créé différentes versions d'elle-même et qui du coup a d'une certaine manière différentes personnalités. Enfin, je sais pas, en tout cas c'est une façon je pense d'interpréter ce que ça pourrait vouloir dire. De façon plus générale en fait ce qui se passe c'est qu'on veut absolument décentraliser ces intelligences artificielles pour les mettre au plus proche de nombreux utilisateurs. Il y a aussi d'autres raisons de vouloir décentraliser les intelligences artificielles, et ça fait qu'il peut y avoir des copies différentes mutuellement incompatibles en fait des mêmes intelligences artificielles, qui font que du coup deux intelligences artificielles qui étaient initialement les mêmes peuvent se retrouver à être différentes. De façon plus générale, je pense qu'il est utile de ne pas parler de l'intelligence artificielle au singulier. Il est utile de garder en tête qu'en fait, dans le futur et en fait déjà dans le présent, il y a plusieurs intelligences artificielles, et il faudrait plus en fait parler des intelligences artificielles plutôt que de l'intelligence artificielle. Mais bon, par abus de langage, c'est pas trop gênant de dire l'intelligence artificielle de façon générale. En tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup fait dans cette série. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on verra le dernier épisode sur les architectures de réseaux de neurones. On parlera des réseaux de neurones adversariaux, qui est cette architecture particulièrement géniale qui a conduit à des performances extrêmement spectaculaires dans les performances des intelligences artificielles, et qui s'explique très bien avec des fondements bayésiens. Donc c'est un truc vraiment cool qu'on va voir la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour une prochaine épisode. Merci à Tiber pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Pourquoi cette méthode à laquelle personne ne croyait il y a encore quelques années s'est mise à marcher soudainement? Eh bien comme souvent, il y a plusieurs raisons. D'abord, les algorithmes ont progressé, comme toujours. Notamment, contrairement à ce que je peux laisser penser, on n'utilise pas n'importe quel réseau profond. C'est pas juste un tas de neurones empilés, et on a des architectures particulières qui fonctionnent bien. In a residual net, we're going to make a change to this. We're going to take AL and just fast forward it, copy it much further into the neural network to here, and just add AL before applying the nonlinearity, the ReLU nonlinearity. And I'm going to call this the shortcut.